Je vais vous parler donc, du Covid-19, en commençant donc par vous faire euh, un petit point sur l'épicentre, hein, c'est des choses bien connues maintenant. Toute l'histoire de cette épidémie qui est devenue une pandémie commence sur la région, dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan. Alors initialement avec une déclaration de quelques cas de pneumopathie début décembre, hein. Le premier cas serait aux alentours du 8 décembre, puis une série de cas en lien probablement avec le contact qui est celui de différentes personnes qui ont été présentes sur un marché dit un marché de seafood wholesale market, et une première alerte donnée par le CDC en Chine fin décembre, et aux alentours du 30 décembre une première alerte par l'OMS. 7 janvier, découverte finalement de la souche virale qui est donc le SARS-CoV de type 2, et qui est responsable d'une pathologie, donc d'une nouvelle maladie qui a été rebaptisée au courant février sous le terme de Covid-19 pour Coronavirus Infectious Disease 2019. Voilà. Et ensuite, on s'aperçoit que les choses vont très vite. Mi-janvier, premier cas en dehors de la Chine aux alentours du 14 janvier, et premier cas importé donc en Europe et en France le 24 janvier 2020, et ensuite les choses s'enchaînent, et donc avec l'apparition d'une pandémie. Au jour d'aujourd'hui, donc là j'ai refait donc un petit point ce matin, on était à plus de 2 560 000 cas de Covid diagnostiqués, avec une mortalité chez 176 000, plus de 176 000 personnes. Donc une répartition géographique qui est assez ubiquitaire, avec des régions probablement un petit peu, pour lesquelles on n'a pas autant de cas sur la région Afrique et sur la région chinoise, mais pour différentes raisons. Probablement qu'en Afrique, il y a en effet des infrastructures et probablement un sous-diagnostic, et en Chine par rapport aux mesures de santé publique qu'ils ont prises. Le 15 mars 2020, donc la France est passée dans le stade 3 de l'épidémie et a opté pour des mesures de confinement, chose qui n'était pas arrivée depuis très très longtemps. Quelques chiffres clés concernant le Covid-19. Alors, juste un petit point sur les cas confirmés, sur la répartition des âges. On s'aperçoit que finalement, les cas confirmés touchent les cas de Covid en particulier, donc plutôt la tranche d'âge entre 20 et 79 ans, avec évidemment la majorité des cas qui apparaissent pour les personnes âgées entre 30 et 79 ans. Finalement, peu de formes pédiatriques, et à hauteur de 3% pour les personnes âgées de plus de 80 ans, avec une médiane qui varie selon les pays. Alors, sur la Corée du Sud, on avait une médiane aux alentours de 40 ans. Sur l'Europe, on est plutôt sur une tranche d'âge compris entre 55 et 65 ans, comme on pourrait le voir en Italie, où la médiane était fixée aux alentours de 64 ans, et également en Chine, une médiane d'âge qui était relativement plus jeune. En termes de mortalité, on a également des données qui sont variables selon les pays. Alors, la Chine, qui était donc le pays qu'elle avait démarré le foyer, avait une mortalité aux alentours de 2-3%. On s'est aperçu avec l'extension de l'épidémie sur l'Europe, une mortalité qui est probablement un petit peu plus importante. En tout cas, initialement, en Italie, on était aux alentours de 7 à 8%. Une mortalité plutôt basse en Corée du Sud, en tout cas sur la première vague épidémique, inférieure à 1%, et également une mortalité variable selon les âges. Alors à côté, vous avez donc un graphe qui illustre la mortalité selon les différentes classes d'âge, entre la grippe sur votre gauche et à droite sur le Covid-19, et on s'aperçoit que la mortalité grimpe de façon importante à partir au-delà de 50 ans, où on est sur du 1,3%, et où la mortalité augmente de façon vraiment, vraiment importante sur la tranche d'âge au-delà de 70 ans. À noter également une mortalité relativement élevée dans les structures d'EHPAD, où elle atteint environ probablement un tiers
donc des résidents d'EHPAD. Concernant les modes de transmission, alors c'est une transmission interhumaine qui est plutôt aérienne via des gouttelettes et qui peut également être manuportée avec des temps de survie du virus sur les surfaces qui varient. Alors, on s'est aperçu que le virus persistait de façon aérosolisée sur un ordre de grandeur d'environ 3 heures, mais sur des surfaces, on va dire, inertes de type cuivre, carton, acier ou plastique, on avait des durées de survie qui étaient relativement prolongées, qui peuvent être de plusieurs jours, probablement entre 4 et 5 jours, selon différents types de surfaces donc, auxquelles est exposé le virus. En revanche, sur tout ce qui est liquide biologique, on n'a pas de virus dans les urines. On en a un petit peu, on a des virémies qui sont transitoires, pas forcément très prolongées. Et on a également une excrétion du virus dans les selles, pour lequel finalement on s'aperçoit, alors on n'a quand même pas beaucoup de données là-dessus, mais probablement que la transmission est mineure via ces liquides biologiques. Pour ce qui est donc de la durée médiane d'expression virale au travers des différents prélèvements faits, il est quand même assez prolongé. Il sera plutôt de l'ordre de 20 jours, avec des valeurs extrêmes, des fois qui sont prolongées au-delà d'un mois. Quid, en revanche, on n'a pas beaucoup de données et on n'arrive pas à avoir, on ne sait pas très bien s'il y a une relation entre cette excrétion virale et la contagiosité de la maladie. Alors, en quelques données sur la contagiosité justement, donc sur la période d'incubation, donc on a des valeurs qui s'étendent entre 2 et 14 jours, avec une médiane plutôt entre 4 et 5 jours. L'intervalle sériel ou intergénérationnel qui correspond en fait qui correspond au délai entre le début des symptômes de l'infectant et de l'infecté est aux alentours de 5,86 jours. On s'aperçoit qu'il y a un taux relativement important de cas secondaires infectés durant les phases présymptomatiques, probablement aux alentours de 40%, et une contagiosité qui pourrait s'effectuer 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes, avec un taux de reproduction de base donc, qui correspond au nombre de personnes qu'un malade contamine en moyenne autour de lui, alors dans une population qui n'est pas immunisée sans mesure de santé, qui était initialement aux alentours de entre 2 et 5, et qui, sur les dernières estimations, en tout cas en France, est plutôt aux alentours de 3,3. D'accord. Donc, ce taux de reproduction de base est dépendant de la taille de la population, de la durée de l'infection et des conditions dans lesquelles le virus se transmet normalement lors de la période dite infectieuse et en particulier présymptomatique. Alors sur les facteurs de risque de Covid normalement liés aux infections, les facteurs de risque habituels sont décrits sont l'âge supérieur à 70 ans, la présence de comorbidités cardiovasculaires, en particulier hypertension ou cardiopathie ischémique, des comorbidités respiratoires chroniques de type insuffisance respiratoire chronique avancée, des pathologies neurologiques de type AVC, la présence d'un diabète de type 2 et des néoplasies actives sous traitement, en particulier chimiothérapie. On observe également que la présence d'insuffisance rénale chronique à stade avancé, stade 4 ou hémodialysé, constitue également un facteur de risque pour ces infections. Alors, il était initialement avancé et présumé donc des facteurs de risque de type immunodépression, cirrhose ou grossesse, voire obésité, comme des facteurs de risque présumés d'infection au Covid-19. Mais pour l'instant, avec des données qui sont plutôt parcellaires, voilà, mais c'est à prendre en compte. En revanche, en termes de facteurs de risque de mortalité, ce qui est un peu mieux connu, c'est donc évidemment l'âge, le sexe. Alors, une population, les patients de sexe masculin sont plus exposés en termes de mortalité. La présence de critères cliniques de type Disney ou troubles de la conscience, des facteurs de risque biologiques avec par exemple des lymphopénies profondes, une augmentation de certains facteurs biologiques de type dédimère
ou une diminution des ratios plaquettes-lymphocytes et évidemment les comorbidités précitées donc pour les facteurs de risque d'infection. Alors, si on fait un petit focus d'un point de vue virologique, donc les coronavirus humains existent depuis un certain temps. Ils ont été découverts en 1965. On a 6 espèces qui sont connues chez l'homme, donc 4 saisonnières qui sont responsables généralement d'infections respiratoires bénignes. On a eu 2 coronavirus qui ont été responsables d'épidémies, le MERS-CoV, donc, qui présentait une létalité relativement importante, de l'ordre de 37%, et le SARS-CoV, une létalité aux alentours de 10%. Donc le SARS-CoV appartient à la famille des coronaviridae. Il présente une homogénéité donc phylogénétique de l'ordre de 80% avec le SARS-CoV et on a a priori également une homologie donc d'identité sur les séquences avec celle retrouvée chez la chauve-souris. D'un point de vue structural, donc c'est assez simple, c'est un virus ARN symbrin qui présente donc un matériel génétique de type ARN polymérase ARN dépendante au niveau donc du noyau et la présence de protéines virales qui permettent donc l'ancrage au niveau de l'enveloppe virale. Donc c'est des protéines de type E, S, M, peu importe, mais qui sont en tout cas donc essentielles pour la physiopathologie. D'un point de vue diagnostic biologique, alors actuellement le test de référence est un test moléculaire, donc par RT-PCR, donc qui permet la détection du génome du SARS-CoV-2, qui cible généralement donc l'ARN polymérase et un ou deux gènes de type E ou M, qui présente une sensibilité alors assez variable, comprise entre 56 et 83%, qui permet en revanche de faire le diagnostic précoce de la maladie en phase aiguë et qui nécessite en revanche donc la réalisation d'un écouvillon nasopharyngé assez profond, comme vous le montre donc la photo sur le côté, où on va jusqu'au fond du cavum pour faire le prélèvement. Alors, évident que cette sensibilité donc est conditionnée par la qualité du prélèvement. Je parle très rapidement également des autres tests à disposition pour le diagnostic biologique du Covid-19, alors qui ne sont pas du tout utilisés en routine. On a premièrement le test antigénique, alors qui permet de détecter donc les protéines spécifiques là, dont je vous ai parlé sur la slide précédente, qui donc fait appel également à différents écouvillons qui soient nasopharyngés ou des voies respiratoires basses. Et en revanche, donc, qui n'est pas recommandé par l'OMS car en effet, en phase précoce, vraiment que le test est peu informatif. Autre point important, donc, ce qui concerne les tests sérologiques, qui ont intérêt pour évidemment la détection des anticorps spécifiques et qui vont permettre d'identifier donc les patients qui auront eu en tout cas une exposition au virus SARS-CoV de type 2. Alors, je reviens un petit peu sur les tests sérologiques là, qui font un peu l'actualité du moment. Il y a eu donc une recommandation de l'HAS pour définir les critères de fiabilité pour la réalisation de ces tests sérologiques. Alors, pour l'instant, il est probable en effet qu'au vu de la séroconversion qui s'opère généralement sur la première semaine, qui atteint 50% des patients, mais probablement on a une séroconversion qui sera intéressante et probablement de plus de 90 à 100% sur la deuxième semaine. Il est probable qu'en effet, ces tests sérologiques n'auront pas d'intérêt pour le diagnostic précoce et ne doivent pas être prescrits, en tout cas initialement, au moins sur la première semaine de symptomatologie pour les patients. Alors, elles ne permettent pas de statuer évidemment sur la contagiosité et elles permettent par contre, en tout cas, de déterminer, et c'est ça qui est important, la production d'anticorps en réponse avec cette exposition au virus SARS-CoV-2. En revanche, la cinétique de production de ces anticorps est assez mal caractérisée et on n'a vraiment pas d'idée sur la durée de protection ni de vie de ces immunoglobulines, dans le cas de ces anticorps qui pourraient apparaître. Il a été défini que pour avoir un test sérologique fiable, il fallait qu'il y ait une spécificité de l'ordre de 98% et une sensibilité qui varierait, qui serait au moins de 90%. Alors, pour aborder les aspects cliniques du Covid-19, on a globalement 4 tableaux cliniques. Alors, on a une majorité de formes finalement asymptomatiques.
Alors, j'ai mis entre 30 et 60%. Alors, ces données assez partielles, hein, c'est difficile de les évaluer et en tout cas, c'est a priori sur quelques séries, sur quelques études, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de patients asymptomatiques. Alors, diagnostic rattrapé par, généralement la réalisation de scanners thoraciques et un tableau clinique en faveur qui oriente en tout cas sur un diagnostic d'une forme asymptomatique et également la réalisation de PCR. Le tableau habituel est plutôt celui d'un tableau avec une forme modérée dans la majorité des cas, aux alentours au moins 80% des formes de Covid. Des formes sévères de l'ordre de 14% et des formes critiques donc, qui apparaissent chez ces 5%, qui sont donc les formes donc responsables de la saturation des systèmes de soins hospitalisés et qui font également la gravité de la maladie et en tout cas qui nécessitent de mettre en place des mesures de santé publique et de proposer des traitements, des stratégies thérapeutiques pour ces patients-là. Donc, ceci donc, est un tableau, enfin une figure qui représente assez bien, je dirais, les différentes phases qu'on peut rencontrer dans la maladie sur la partie supérieure, avec probablement, alors c'est pas complètement, ce sont des hypothèses, mais ça, on a au vu des études qui sortent et on a l'impression qu'en effet, on assiste à une maladie multiphasique avec, on va dire, 3 grandes phases. Une première phase qui est donc une phase dite infection plutôt modérée, donc qui correspond à une réponse virologique assez banale. Les gens présentent un symptôme, une symptomatologie clinique caricaturale. On peut avoir un peu de fièvre, une toux sèche, un tableau digestif, des céphalées, plutôt un syndrome pseudo-grippal. On est dans une phase plutôt virologique. Secondairement, alors ça, c'est généralement, ça dure entre euh, bon, sur la première semaine de la symptomatologie, on s'aperçoit que la deuxième phase donc, de la maladie survient entre J7 et J11. C'est la phase qu'on considère, nous, comme une phase d'exacerbation, qui est un petit peu la phase critique et qui, généralement, doit nécessiter une surveillance, voire une hospitalisation. Et on observe également dans cette maladie une troisième phase qui est une phase plutôt immunologique avec une phase d'hyperinflammation qui correspond au tableau donc, des formes pulmonaires sévères, voire critiques, et qui nécessite généralement donc, la prise en charge en service de réanimation. Voilà, donc c'est, je pense, une figure qui résume assez bien la, la clinique de cette maladie, euh, qui est un petit peu atypique, en tout cas par ces différents aspects-là. Concernant la symptomatologie, alors parmi les symptômes très très fréquents, évidemment, on a la fièvre, hein, dans plus de 80% des cas, une toux et en particulier une toux sèche, qui est vraiment relativement fréquente, qui peut être responsable d'un tableau de Disney et également associé à cela donc un tableau arthromyalgique qui le tout correspondant en fait à un syndrome pseudo-grippal. Alors on a évidemment des symptômes qui sont un peu moins fréquents de type neurologique avec des confusions, des céphalées, un tableau ORL plutôt haut avec des maux de gorge et rhénorrhée et on s'aperçoit qu'il y a également bon, des symptômes un petit peu plus atypiques des types douleurs thoraciques et voire digestives qui peuvent être plus ou moins fréquents et des fois être présents jusqu'à plus de 10% des cas. Alors, dans la forme pulmonaire, on va dire assez en phase 2A, c'est-à-dire celle qui pourrait nécessiter une attention particulière, elle survient donc en général à la fin de la première semaine. Les patients ont un tableau de pneumopathie virale avec une auscultation pathologique. Ils ont une dyspnée, une fièvre qui est généralement assez marquée. Sur le plan biologique, il y a en effet donc l'apparition de certains marqueurs donc, qui pourraient être prédictifs, comme la lymphopénie, une augmentation de la ferritine ou de la LDH, voire de la troponine. Il faut savoir que dans les formes pulmonaires modérées, à ce niveau-là, on peut des fois avoir donc être pris en défaut par un scanner qui peut être
normale. Mais généralement, sur ces formes pulmonaires modérées, on a un tableau pulmonaire assez typique, j'en parlerai après. Et la stratégie, en tout cas diagnostique, toute la difficulté est donc de savoir d'identifier les critères de gravité et surtout de faire également le diagnostic différentiel, parce qu'on a malheureusement des complications de ces tableaux pulmonaires de Covid à type d'embolie pulmonaire, hein, généralement, ou de myocardite, bien de myopéricardite, qui peuvent apparaître avec également des fois des complications d'ordre cardio-pulmonaire de type OAP. Alors, justement, là, je viens sur les tableaux un petit peu cliniques. Les signes cliniques, les signes radiologiques, pardon, qui sont assez caractéristiques de cette pathologie sont les suivants. Sur la figure en haut à gauche, ce sont les opacités donc envers des polis. Alors, là, c'est très lissé. Généralement, elles sont unies, mais plutôt bilatérales, prédominantes en postérieur et généralement plutôt, voire avec des atteintes sous-pleurales associées. Donc ça, c'est vraiment une image assez caractéristique d'un point de vue radiologique des formes pulmonaires de Covid. On a également d'autres lésions radiologiques que l'on observe en haut à droite, dites en crazy paving pattern, qui correspond en fait à ce qu'on appelle des réticulations là, au niveau de ces zones de verre dépoli. Et également d'autres lésions radiologiques un peu moins fréquentes, mais que l'on rencontre et qui permettent de classifier, donc d'avoir un score en tout cas radiologique en faveur donc, du Covid-19, donc de type dilatation vasculaire ou bronchiectasie. Alors, ensuite, dans les formes pulmonaires qui peuvent poser problème, il y a les formes pulmonaires sévères, donc qui peuvent apparaître sur cette deuxième partie, alors soit également entre J7, J11 ou entre J9 et J11 et qui correspondent en fait à ces tableaux de pneumopathie, mais qui vont présenter des critères de gravité. Donc le patient va aggraver sa dyspnée, va présenter des signes de lutte, en tout cas respiratoire, et avec un certain nombre de paramètres qui soient cliniques, avec la fréquence respiratoire ou saturation, voire à la gazométrie, vont indiquer une hospitalisation avec la mise en place d'un traitement de support. Et les formes qu'on va dire critiques sévères, qui correspondent donc plutôt aux formes que l'on rencontre en phase 3, probablement sur une phase immunologique. Et vous avez peut-être dû entendre parler donc d'uracytokinique où le système immunitaire s'emballe avec sécrétion d'un certain nombre de facteurs à l'origine de ces lésions pulmonaires. Alors, responsable généralement d'un tableau de défaillance d'organes et je veux dire la complication classique est ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, autrement appelé SDRA, qui est responsable d'un transfert en réanimation et de la mise en place de mesures spécifiques de type ventilation mécanique avec une oxygénothérapie et d'autres mesures associées. Alors, il faut prendre également en compte les complications infectieuses qui peuvent apparaître pour les patients hospitalisés en réanimation, de type complications bactériennes avec des surinfections à pneumocoque ou fongiques, avec souvent des aspergilloses invasives chez ces patients. Et c'est finalement des complications assez habituelles pour les patients pris en charge en réanimation. Avec une mortalité là qu'on a du mal un peu à chiffrer, mais sur les quelques séries, plutôt de l'ordre de 10-15% chez les patients hospitalisés en réanimation, qui est finalement assez proche de ce qu'on observe pour les patients de ces unités spécifiques. Alors, juste un petit point là sur les populations spécifiques. Alors, qu'elles soient en pédiatrie, finalement, on s'est aperçu que le Covid-19 touchait peu les enfants avec des formes qui étaient vraiment peu sévères, hein, une mortalité relativement faible. Les données chez la femme enceinte sont issues plutôt, sont limitées et issues de quelques séries. Pas d'éléments probants pour une transmission materno-fétale, mais elle n'est pas impossible. Des complications obstétricales qui ont été décrites, en particulier accouchements prématurés. Et à partir des études qui sont sorties, pas de décès, en tout cas chez la mère. Par contre, une mortalité néonatale qui a été décrite, pas importante, mais qui a été décrite.
Concernant les populations gériatriques, alors le tableau clinique est un petit peu différent. Au premier plan, on a plutôt généralement des patients qui n'ont pas forcément un tableau pulmonaire, mais plutôt un tableau digestif avec diarrhée, vomissement, des nausées, une hypotension, un état confusionnel et des patients qui sont peu fébriles, hein. Et souvenez-vous, je vous avais dit que le tableau classique est celui d'une fièvre dans plus de 80% des cas. En gériatrie, on est souvent pris en défaut, en tout cas sur la clinique. Chez les patients immunodéprimés, on a peu d'études là-dessus, hein, quelques case reports, mais a priori, l'immunosuppression ne semblerait pas favoriser, en tout cas, donc l'évolution vers une forme sévère. Bon, c'est des données à prendre avec précaution. On manque encore un peu de données robustes sur ces populations-là. Juste un petit overview là sur les différentes autres atteintes cliniques que l'on peut rencontrer. Récemment, ont été décrits des atteintes qui n'avaient pas été mentionnées sur les premières séries, en tout cas en Chine, de type anosmie à gueusie, et des formes également d'atteintes neurologiques, de type méningoencéphalique ou cardiaque de type myocardite, et également des atteintes dermatologiques avec des pseudo-engelures ou des exanthèmes. Alors les complications de cette pathologie-là, elles sont au premier plan plutôt cardiologiques, hein. On a des arrêts cardio-respiratoires qui se secondaires généralement plutôt à des syndromes coronariens aigus, des troubles du rythme, qui sont malheureusement responsables de 10% environ des décès, et facteurs de risque cardio vasculaires chez ces patients-là peuvent être responsables d'une mortalité accrue avec des hazard ratios des fois un peu élevés à plus de 4. On a également des complications de type hémastasienne avec une augmentation accrue, hein, de thrombose veineuse et surtout d'embolie pulmonaire qui sont également responsables de décès. Parmi les complications rencontrées, défaillance d'organes, en particulier des atteintes rénales avec des insuffisances rénales aiguës qui peuvent des fois nécessiter une hémodialyse, hein, environ un peu moins de 10% des cas, des complications métaboliques qu'on a du mal à comprendre avec des hypocalémies, voire des tableaux de rhamnolyse assez sévères, et des atteintes du foie également. Tableau neurologique, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données, mais on commence à avoir quelques séries avec des syndromes de Guillain-Barré, des méningoencéphalites décrites, et probablement en lien avec un neurotropisme du virus, mais on ne comprend pas très bien en tout cas l'ensemble de la physiopathologie. Et des complications alors psychiatriques, hein, mais qui sont indirectes, liées au stress traumatique de ces infections-là, à la fois par rapport à l'isolement, le confinement, et qui pourraient être mais à surveiller et à vérifier, possiblement responsables de PTSD. Mais bon, les études nous le diront. Alors, sur les stratégies de prévention, alors je vais revenir très rapidement sur les mesures barrières que vous connaissez tous, hein, maintenant. Elles sont vraiment essentielles, en tout cas en population générale, et y compris à l'hôpital, hein, sur le lavage des mains, l'éternuement, l'usage d'un mouchoir et de masques. La distanciation physique et sociale ont vraiment leur place également. Très rapidement, là, sur le confinement, alors ça c'est donc un papier qui est en préprint là, qui nous montre que différents graphes là sur la courbe des hospitalisations en réanimation. Euh, le trait vert indique donc la date du confinement qui a lieu donc au 15 mars, et au décours donc de ce confinement, on observe en tout cas sur les admissions, le nombre des admissions en réanimation, une diminution des admissions. Donc c'est des choses qui doivent être affinées. On est sur des projections. En tout cas, d'après donc cette étude, le confinement a permis une diminution de ce R0 de 3,3 à 0,52. A priori, donc, il semblerait qu'il y ait eu donc un impact du confinement. Alors, sur la petite carte, là, on voit en effet l'ensemble de la France est touché de façon inégale par cette pandémie, avec les régions de l'Est et d'Île-de-France qui sont les plus touchées. En tout cas, pour la région Nouvelle-Aquitaine, elle fait partie d'une des régions les moins touchées. Alors, juste pour illustrer le fait qu'il y ait, sur le plan vaccinal, on a un certain nombre d'études, hein. On a 116 candidats vaccins donc en cours, donc il y en a 109 en phase préclinique, 6 en phase 1 et 1 en phase 2. Donc on attend de voir
qu'il en est. Pour l'instant, en France, je crois qu'on est plutôt sur de la phase 1, mais les études vont arriver et on n'hésitera pas à participer au développement de ces vaccins. Très brièvement sur les stratégies, sur les, on va dire, les grandes lignes de traitement du Covid-19. Donc, recours aux antiviraux, hein, donc l'opinavir, ritonavir, antirétroviral bien connu. Remdesivir, donc pour tout ce qui est antiviral déjà utilisé, j'en ferai, je ferai un petit point là-dessus. Le favipiravir que beaucoup connaissent, donc qui a été utilisé dans Ebola. Le recours à des immunomodulateurs, alors l'hydroxychloroquine, anti-malarique bien connu également, et des anti-L6, hein, donc qu'on utilise plutôt en hospitalier, de type tocilizumab, sarilumab. Enfin, il y en a plusieurs, j'en ai pas trop. Je n'ai pas trop abordé. Et les traitements support qui restent en tout cas, en particulier en milieu hospitalisé et surtout donc en réanimation, pour lequel on a fréquemment recours à une antibiothérapie et également une anticoagulation, qu'elle soit plutôt généralement curative. Voilà. On évite d'un point de vue donc oxygénothérapie le recours à ce qu'on appelle la ventilation non invasive par rapport au risque d'aérosolisation, et pour tout ce qui est ventilation en réanimation après intubation. Donc, c'est évidemment pour les formes sévères qui nécessitent en tout cas une oxygénorequérance. Avec, on s'aperçoit malheureusement des durées prolongées d'hospitalisation en réanimation. Évidemment, pour le tableau très sévère de type SDRA, le recours à certaines stratégies usuelles, hein, donc qui sont assez classiques, corticothérapie, thèse ventrale, pour favoriser donc le recrutement alvéolaire, et des stratégies d'assistance extracorporelle de type ECMO. Alors, cette petite diapo pour vous illustrer un petit peu l'ensemble des cibles pharmacologiques, hein. Donc, alors je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Donc, avec un virus qui est internalisé dans les cellules via différents récepteurs, hein, des récepteurs de type TMPR, SS2 ou AC2 récepteurs qui vont être l'objet de molécules candidates, des médicaments comme la chloroquine qui peuvent intervenir dans l'inhibition de la fusion membranaire ou dans l'odocytose, et les antirétroviraux dont je vous ai parlé qui agissent plutôt au niveau nucléaire, soit sur l'inhibition des protéases, soit l'inhibition directe sur les RNA polymérases. Voilà, et un certain nombre d'autres molécules plutôt immunomodulatrices qui interagiraient au niveau extracellulaire sur plutôt la cascade immunologique. Donc juste un petit focus là sur les 3 molécules principales qu'on utilise de façon courante dans les services. Donc l'opinavir, ritonavir, que vous connaissez, donc qui est un antirétroviral utilisé dans le VIH, qui donc est un inhibiteur de protéase, qui a démontré une activité in vitro et in vivo sur le SARS-CoV et le MERS-CoV, mais pour lequel il n'existait pas de données sur le SARS-CoV-2. Alors, il y a un essai thérapeutique qui a été mené versus placebo, randomisé en ouvert sur l'utilisation de cette molécule, de ce traitement pendant 14 jours, sur 199 patients hospitalisés et sur des formes sévères en Chine, et qui ne montre finalement pas d'effet, en tout cas significatif, sur la mission clinique et la mortalité à J28. En termes d'effets indésirables, on avait des effets indésirables qui étaient assez similaires entre le placebo et l'opinavir, qui étaient relativement importantes, presque 50%. Voilà, donc ensuite, l'autre molécule qu'on a utilisée, et qui est le remdesivir, alors qui est un antiviral, hein, donc assez allergène, qui est un analogue mucolytique, pour lequel des données, en tout cas in vitro, ont montré une certaine efficacité sur le SARS-CoV-2. Données cliniques, alors pour l'instant, le papier qui est sorti, donc celui d'une cohorte observationnelle de patients qui avaient reçu un traitement par remdesivir dans le cadre compassionnel, avec une petite série de 53 patients, mais graves, donc hospitalisés en réanimation, pour lequel un traitement a été donné pendant 10 jours. On a constaté une amélioration clinique, alors traduite par une diminution en apport en oxygène de l'ordre de 67%, et un peu moins de la moitié des patients sont sortis d'hospitalisation, avec une mortalité de l'ordre de 13%.
Et à noter également donc des effets indésirables relativement importants, en tout cas sur cette série, 60 dont une majorité avec des atteintes hépatiques. Voilà, donc évidemment, c'est une petite série, on est sur une cohorte observationnelle, on n'est pas du tout sur des cerfs randomisés, des suite courte et on n'avait pas beaucoup d'informations en tout cas sur l'expression virale. Donc une molécule qui pourrait être intéressante, qui est évaluée dans d'autres essais, mais pour lequel les données pour l'instant ne sont pas assez robustes pour l'indiquer, en tout cas sur des formes sévères, en tout cas de façon evidence-based. Juste un petit focus également sur l'hydroxychloroquine, donc traitement antipaludien qui était présenté à visée antivirale, mais qui présente surtout une activité et un intérêt sur son activité immunomodulatrice, qui a montré une activité in vitro. Vous avez fait donc une petite synthèse à des différentes études, hein. Donc 2 études françaises citées précédemment. Non, donc la première sur une étude, donc sur un essai non randomisé en ouvert avec sur une trentaine de patients utilisant l'hydroxychloroquine. Un effet sur l'expression virale, a priori sur 6 jours, mais voilà, donc des résultats intéressants, mais avec un certain nombre de limites méthodologiques. Autre étude de la même équipe, cette fois-ci sur 80 patients et sur la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine. Pareil, traitement utilisé sur 10 jours. Un critère, donc jugement plutôt clinique, mais surtout virologique sur l'expression virale. Voilà, à la fois également aussi des limites méthodologiques sur ces études. Des études chinoises également qui, alors par contre, n'ont pas forcément montré de bénéfices sur l'hydroxychloroquine et une case série française, là, donc un peu plus récente, qui ne montre également pas de bénéfices, en tout cas de l'hydroxychloroquine en tant que telle. On a évidemment pas mal d'études en cours qui vont permettre d'apporter des éléments de réponse, en tout cas sur l'efficacité clinique et éventuellement virologique donc de l'hydroxychloroquine. Autre point important, c'est d'abord donc l'intérêt de cette molécule en tant que traitement chimioprophylactique et il y a un essai qui a débuté qui est l'essai Cofidexis en tout cas qui va être proposé pour les professionnels de santé exposés au Covid. Pour finir, donc des essais en cours actuellement, là, il y en a une petite trentaine en France. Évidemment 2 majeurs, donc l'essai Discovery dont on a beaucoup entendu parler, qui est l'essai multicentrique donc randomisé, dont l'investigateur principal est Florence Haber à Lyon, qui a pour but d'inclure plus de 3000 patients, dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et l'adhérence de ces plusieurs traitements expérimentaux. Donc, à la fois sur l'évolution clinique, la durée de l'hospitalisation et la mortalité. Donc, les 5 bras proposés sont remdesivir, lopinavir, hydroxychloroquine et lopinavir, interféron bêta. Voilà, c'est 4 bras. L'étude coverage, qui est donc un essai randomisé multibras multi-étapes qui correspond, dont la cible est plutôt les personnes âgées de plus de 65 ans, pris en charge en ambulatoire hein, cette fois-ci, et qui a pour but donc d'évaluer l'efficacité, la tolérance de plusieurs traitements expérimentaux qui sont un petit peu différents et qui permettrait de voir s'il y a en effet un bénéfice à ces traitements pour diminuer le risque de hospitalisation et également la mortalité. Et dans les bras de coverage, on est plutôt donc sur un bras polyvitaminé qui correspond au placebo, hydroxychloroquine, favipiravir, imatinib et telmisartan. Voilà. Donc évidemment, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes hein, sur la première, pourquoi expliquer donc cette disparité, en tout cas sur la mortalité entre hommes-femmes. On ne connaît pas évidemment les déterminants des formes sévères. On ne comprend pas très bien également pourquoi la pathologie touche plus les enfants et pourquoi la sévérité est moindre chez les enfants. On ne sait pas exactement sur le plan immunologique et ça va vraiment, c'est vraiment un point crucial. On ne sait pas si la maladie va permettre d'avoir une immunité protectrice. On ne comprend pas pourquoi il y a des disparités épidémiologiques selon les différents pays. Et quid donc des stratégies de levée de confinement.
des choses qu'on a du mal à appréhender. En tout cas, on est évidemment dans l'incertitude. Et l'ensemble de ces données-là vont de toute façon poser question par rapport à la mise en place de traitements. Alors là, il y a plusieurs études hein, qui sont en cours et qui vont permettre de nous aider sur la mise en place de traitements efficients, quel type de patient, quelle phase. Voilà, et toutes les questions que l'on se pose d'un point de vue immunopathologique et d'immunogénicité vont évidemment retentir sur la mise en place de vaccins efficaces, même si on voit bien qu'on a quand même pas mal de candidats en cours d'évaluation. Voilà. Donc en conclusion, on est en face d'une pathologie qui présente une transmission relativement élevée, hein, donc qui a été responsable d'une pandémie, avec une maladie qui est protéiforme, avec un spectre clinique vaste et hétérogène, une pathologie qui est multiphasique, avec probablement une phase virologique qui évolue ensuite vers une phase immunologique. On a évidemment beaucoup d'études en cours, hein, plus de 860 études dans le monde à ce jour, un certain nombre de questionnements, mais on assiste à une émulation là, au niveau de la recherche médicale et scientifique, que ça soit fondamentale, clinique ou publique, privée, avec une émulation positive et qui permet de rendre compte d'une d'une accumulation de connaissances relativement importante en si peu de temps pour une pathologie que l'on connaît depuis seulement à peine 4 mois. Et évidemment, on a bien compris que cette pathologie serait responsable et aurait, au-delà de l'impact médical, un impact social, économique, voire sociétal et plus encore. Voilà, donc c'était un petit panorama donc sur le Covid. Euh, Difficile donc d'être plus exhaustif sur un temps donc limité là d'une trentaine de minutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.